Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Après la débâcle des régionales, Jean-Pierre Raffarin semble tenir la corde pour rester à Matignon. L'Élysée indique que Jacques Chirac travaille avec le Premier ministre sur les réaménagements en cours. La décision sur le remaniement sera prise demain ou après-demain. À gauche, le ton reste mesuré malgré l'ampleur de la victoire. 20 régions sur 22 en métropole et plus de 50% des voix selon les résultats définitifs. Nous irons en Auvergne, en Poitou-Charentes et nous recevons Laurent Fabius. Il nous donnera sa réaction à l'hypothèse du gouvernement Raffarin III qui prend corps ce soir. Bonsoir et à tout à l'heure. Bertrand Cantat condamné à 8 ans de prison ferme en Lituanie, un verdict jugé équitable par la famille de Marie Trintignant, mais le chanteur va faire appel. Il devrait en tout état de cause purger sa peine en France. Le décollage du commerce par Internet, un cap a été franchi lors des fêtes de Noël. 10 millions de personnes ont déjà effectué un achat en ligne. Enfin, la mort d'un touche-à-tout, Peter Ustinov, acteur, réalisateur et grand voyageur. Il avait 82 ans. Comment faire face à la vague rose? Comment tenter de reprendre la main? Depuis ce matin, on s'active donc beaucoup dans les allées du pouvoir. Rappelons d'abord quelle est la nouvelle carte politique des régions. Personne ne l'aurait imaginé il y a quelques jours encore. Seule l'Alsace fait désormais exception. La gauche a conquis 12 présidences en plus des 8 qu'elle détenait. La situation en Corse reste encore indécise. La gauche qui s'impose également dans les régions d'outre-mer, sauf en Martinique où les indépendantistes l'ont emporté. Et voici les chiffres. Ce sont les totalisations définitives du ministère de l'Intérieur. Majorité absolue des suffrages pour la gauche avec 50,35% des voix. Il faut remonter des années en arrière pour retrouver un tel score pour un scrutin national. 12,38% pour le Front National, 36,88% pour la droite. Depuis ce matin, tous les regards sont donc tournés vers l'Élysée et Matignon. Les allées et venues restent très discrètes. Mathias Hillon, Régis Maté. Jean-Pierre Raffarin a joué à cache-cache avec la presse toute la journée. C'est par une porte dérobée qu'il quitte l'hôtel Matignon ce matin, direction l'Élysée. Là aussi, le Premier ministre évite l'entrée principale. Personne à cette heure-là pour confirmer un entretien Chirac-Raffarin. Le service de presse du président de la République est injoignable. À 11h30, l'escorte de Jean-Pierre Raffarin est de retour à Matignon. Mais une nouvelle fois, le Premier ministre emprunte une autre issue pour éviter les caméras. Il faut attendre 13h29 pour que l'Élysée confirme que Jacques Chirac travaille avec le Premier ministre aux décisions qu'il sera amené à prendre dans les tout prochains jours. Les mots sont pesés et ambigus. Cet après-midi à Matignon, le ballet des berlines aux vitres teintées est incessant. Simple discussion, consultation, mise au point, tour à tour le porte-parole du gouvernement Jean-François Copé, le secrétaire d'État au transport Dominique Bussereau et Renaud Donnedieu de Vabre, ancien ministre des Affaires européennes, sont reçus rue de Varennes. Eux sont passés par la porte principale. Pour le reste, c'était journée mystère à Matignon. Et nous retournons maintenant à l'Élysée où on retrouve en direct Gérard Leclerc. Bonsoir Gérard. C'est bien l'hypothèse d'un maintien de Jean-Pierre Raffarin à Matignon qui a la faveur des pronostics. Oui, absolument. Sauf imprévu, c'est bien à Jean-Pierre Raffarin que Jacques Chirac confiera la formation du prochain gouvernement. Les rencontres entre les deux hommes, les consultations à Matignon et quelques confidences le confirment. Jean-Pierre Raffarin a démontré ses capacités de résistance et sa fidélité au président. Il aura la lourde tâche de mener à terme des réformes impopulaires mais jugées inévitables comme l'assurance maladie et l'emploi, quitte à s'user encore et à endosser un échec aux élections européennes de juin. Alors il y a bien quelques inconvénients à ce bail, ce nouveau bail, la perte de crédit et d'autorité du Premier ministre après la débâcle des régionales et puis le sentiment donné qu'on ne tient pas compte de la sanction des urnes, mais des inconvénients jugés moindres que ceux liés à une nomination de Nicolas Sarkozy, trop libéral, rejeté par certains jupéistes et surtout n'ayant pas toute la confiance d'un président de la République peu enclin à vivre une nouvelle sorte de cohabitation avec un candidat à sa succession. Et puis le tour de Nicolas Sarkozy pourrait venir après. Oui, on va en reparler dans un instant. Gérard, sait-on quelle allure, quel profil aurait ce nouveau gouvernement, cette nouvelle équipe? Oui, eh bien écoutez, ce sera un gouvernement profondément renouvelé, resserré, avec des politiques confirmées. C'est un peu la fin de la société civile, mais aussi des jeunes élus, des femmes pour remplacer celles qui partiront. Pour l'instant, il n'y a pas encore de négociation avec l'UDF. On devrait connaître ce nouveau gouvernement demain ou après-demain, en tout cas avant le départ jeudi du président Chirac en Russie. Merci Gérard, et vous n'hésitez pas à reprendre l'antenne bien sûr en cas de nouvelles informations. Si le choix de Jacques Chirac se confirme, c'est
C'est un Jean-Pierre Raffarin affaibli par la défaite, on l'a entendu, qui reprendra du service. Chacun s'accorde en effet à reconnaître que ce sont ces 2 années de gouvernement qui ont été sanctionnées hier. Véronique Saint-Olive, Peggy Leroy. Une trouvaille. Le 6 mai 2002, Jacques Chirac donne à la France un Premier ministre New Look. Le sénateur Jean-Pierre Raffarin, le Pompidou du Poitou, se présente comme l'anti-énarque, un monsieur tout le monde, proche du quotidien des gens, de ce qu'il appelle la France d'en bas. Cordial, libre, sans papier, le cœur. Une communication savamment orchestrée, une popularité au zénith, un style, image et son. Notre route est droite, mais la pente est forte. Pourtant hier, dans sa région, comme partout, l'immense majorité des Français rejette violemment le Premier ministre, son gouvernement, sa politique. Jean-Pierre Raffarin prend acte. L'action doit être plus efficace, l'action doit être plus juste. Des changements s'imposent certainement. Alors que s'est-il passé depuis un an? Le Premier ministre s'est acharné à réaliser les réformes promises par Jacques Chirac. Réforme des retraites, des milliers de manifestants, mais une détermination intacte. La rue doit s'exprimer, mais ce n'est pas la rue qui gouverne. Et puis il y a eu les intermittents, les festivals gâchés, les professeurs inquiets, jusqu'à la catastrophe sanitaire de l'été dernier. La canicule mal comprise, mal gérée, 15 000 morts, la France abasourdie. Ces dernières semaines, les pressions des buralistes et des restaurateurs ont abouti, alors que les chercheurs sont restés, eux, sur le pavé. Dans un contexte de chômage en hausse, avec des prestations pour les chômeurs révisées à la baisse, la France a manifesté hier son inquiétude. Ce soir à Matignon, Jean-Pierre Raffarin est à la tâche, face à tous les dangers. Et cette reconduction de Jean-Pierre Raffarin, si elle était avérée, ferait un déçu Nicolas Sarkozy. Depuis plusieurs jours, il apparaissait pourtant comme le joker de la majorité. Michael Darmon. Les troupes de droite ne peuvent plus s'en passer, l'Élysée aimerait bien le contourner. Nicolas Sarkozy est à la fois la solution et le problème de Jacques Chirac. Car ce dernier sait que les discours de Nicolas Sarkozy sont toujours minés pour les Chiraciens. Et Jean-François, quand tu dis que tu t'inscris en rupture avec un système ancien, tu as raison. Pourtant, au lendemain du 21 mars, c'est à lui que l'on demande de jouer les pompiers volants d'une majorité en déroute. En son fort intérieur, le ministre exulte. Dehors, c'est l'opération Modestie. Vous allez au secours de la droite, vous dites oui? Non, non, mais non. C'est un travail d'équipe. C'est pas une personne seule. C'est tous les gens qui se mobilisent pour essayer de faire passer nos idées. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Il se trouve que j'y crois. Il se l'est juré, puisqu'il a raté Matignon en 2002, il sera le premier des ministres. Il est hyperactif, omniprésent, mais dès les origines de l'UMP, Alain Juppé tient à contenir les ambitions de ce rival quasi officiel. La concurrence viendra certainement un jour. Avec qui, personne ne le sait. La France réserve des surprises à celui qui croit trop bien la connaître. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui fascine, qui me fascine. Et mon cher Nicolas, je te rends le compliment, en ajoutant aussi à la fascination l'amitié. Nicolas Sarkozy sait que le quinquennat raccourcit le temps politique. Il met le cap sur 2007 en visant Jacques Chirac. Il est sage que par une limitation dans le nombre de mandats, dans le temps, on laisse la place à d'autres. Bien que propulsé chef de campagne à droite entre les deux tours des régionales, Nicolas Sarkozy n'est pas sûr pour autant d'être nommé à la tête du gouvernement. Pas sûr qu'il le souhaite d'ailleurs, car Matignon est un poste d'où l'on sort rarement en grande forme pour la suite. Et on revient en détail maintenant sur la soirée d'hier, soirée de cauchemar pour la droite, de reconquête pour la gauche qui a frôlé le Grand Chelem. Première étape, Poitou-Charentes, région longtemps présidée par Jean-Pierre Raffarin. Ségolène Royal a donc confirmé sa percée du premier tour. Sur place, Christophe de Valambra, Alain Darigrand. En fin d'après-midi aujourd'hui, et avec le sourire, Ségolène Royal arrive au conseil régional de Poitou-Charentes. Bonjour madame. C'est la présidente sortante, l'UMP Elisabeth Morin, qui l'accueille. En privé, pendant une petite demi-heure, elles vont évoquer les modalités de la transition. C'est l'épilogue cordial d'un duel de femmes qui a tourné hier soir à l'avantage de la candidate de gauche. La compagne de François Hollande, premier secrétaire du PS rencontré sur les bancs de l'ENA, a été plusieurs fois ministre dans sa carrière. L'environnement d'abord en 92, puis l'enseignement scolaire et la famille dans le gouvernement Jospin. Depuis 16 ans, elle est aussi députée de Mel dans les Deux-Sèvres et en prenant hier soir la région du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin,
elle est également devenue un symbole de la gauche victorieuse. Je ne sais pas s'il faut s'ériger en symbole. Ce que je crois, c'est qu'il y a vraiment la fin d'un système, il y a vraiment une interpellation très forte au président de la République, parce qu'il faut qu'il change de politique. Mais au lendemain de la victoire, Ségolène Royal entendait surtout aujourd'hui se consacrer aux questions purement régionales. Rencontre avec les salariés d'une laiterie menacée de fermeture près de Poitiers. Ségolène Royal a décidé de se mettre au travail immédiatement. Et ce matin, à la foire des Héroldes dans la Vienne, la future présidente de Poitou-Charentes voulait en plus évoquer la méthode. Salut mon grand. Au détour d'une allée, elle retrouve ses collègues élus hier dans les régions Centre et Limousin pour un message. La gauche sera unie face au gouvernement en un contre-pouvoir interrégional. D'ailleurs, vous avez entendu ici aux Héroldes, au travail, on attend beaucoup de vous. Donc on est conscient de cette attente et on ne veut pas la décevoir. Et je pense qu'en unissant nos forces, nous pourrons aller de l'avant beaucoup plus efficacement. Vendredi, le conseil régional de Poitou-Charentes se réunira pour élire sa nouvelle présidente. Ségolène Royal sera la seule femme à occuper un tel poste en France. Autres régions qui ont basculé à gauche, Rhône-Alpes d'abord, elle était détenue par l'UDF, Anne-Marie Comparigny, c'est l'ancien ministre Jean-Jacques Kéran qui l'emporte avec un peu plus de 46% des voix, c'était une triangulaire. Autre figure qui revient en force, toujours à gauche, Raymond Forny, il s'impose en Franche-Comté face à Jean-François Habert. Là encore, il s'agissait d'une région considérée comme un fief de la droite, idem pour la Lorraine, où Gérard Longuet est battu par Jean-Pierre Massenet, ou encore la Basse-Normandie, où Philippe Duron s'impose. Et puis, grosse surprise aussi en Auvergne, où Valéry Giscard d'Estaing manque sa sortie, 47,3% des voix. Il est battu par un quasi-inconnu, Pierre-Joël Bonte. Sur place, François Baudonnet, Jacques Gérard. Il est en une de toute la presse régionale et pourtant, le tombeur de Valéry Giscard d'Estaing semble encore souffrir d'un léger déficit de notoriété. Je voudrais juste savoir si vous connaissez Monsieur Bonté. Non. Ça vous dit rien du tout comme nom? Non, pour l'instant, non. Et Monsieur Giscard d'Estaing? Ça, c'est sûr. Ça vous dit rien? Non. Rien du tout. Et Monsieur Giscard d'Estaing? Oui, un peu mieux. Et pour ceux qui connaissent le nom du nouveau président de la région Auvergne, eh bien c'est le prénom qui a du mal à passer. Il s'appelle pas Jean-Claude, non, un truc comme ça? Il s'appelle Pierre-Joël. D'accord. C'était presque. Pierre-Joël Bonté. Le voici, il a 57 ans, il est socialiste, expert comptable. Avant le premier tour, il n'y croyait pas. Je ne crois pas qu'on puisse dire je suis le tombeur de Valéry Giscard d'Estaing. Vous avez vu qu'il y a une vague impressionnante de la gauche plurielle sur l'ensemble des régions de France. C'est de la modestie, ça, ou... Non, je crois. Vous savez, il y a 6 mois, on me donnait battu. Mais dès cette fin de semaine, celui qui était président du département du Puy-de-Dôme va donc prendre plus d'ampleur politique. Et quant à son illustre prédécesseur... Si vous aviez un message à lancer ce soir à Valéry Giscard d'Estaing, qu'est-ce que vous lui diriez? Au revoir, Monsieur le Président. Depuis hier, le président sortant, lui, ne fait plus d'apparition publique. Seules ces images montrent un homme seul et affecté par la défaite. Et comme Valéry Giscard d'Estaing, ce sont de très nombreuses personnalités qui ont chuté hier. Tous les ministres engagés, par exemple, ont été battus. Émilie Lançon, Michel Comin. Gilles de Robien restera enfermé plus de 3 quarts d'heure, à huis clos, avec quelques proches, dans cette petite pièce. Lorsqu'il sort, le ministre des Transports veut faire bonne figure. Les résultats ne sont pas encore définitifs, mais Gilles de Robien sait que la défaite est cuisante. Pourtant, il positive. Je voulais d'abord vous dire qu'on était très contents, parce qu'on est dans un pays où la démocratie est vivante. En Aquitaine, là aussi c'est l'échec d'un ministre, Xavier Darcos est largement devancé. Ami fidèle, Alain Juppé est venu soutenir le ministre délégué à l'enseignement scolaire. Les mines sont défaites, mais Xavier Darcos se veut combatif. J'ai l'Aquitaine au cœur. Je siégerai comme conseiller régional. Pays de la Loire, encore un ministre battu. Nous sommes victimes d'une lame de fond, de ce que je considère comme un 21 avril à l'envers. Le ministre des Affaires sociales ne s'étendra pas, la soirée est terminée, la fête avec les militants annulée. Pour Jacques Oxiette, l'heure de gloire est arrivée, il y a des années qu'il l'attendait. PACA, Renaud Muselier, autre ministre en péril. Pas facile de se remettre au travail. L'agenda est vide. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères y perd son latin. Voilà des élections qu'il ne comprend pas. Il y a 2 ans, l'immobilisme a été sanctionné de façon très forte. Et aujourd'hui, c'est l'action qui est sanctionnée. En PACA comme ailleurs, il y a des victoires qui font danser
contre la droite et contre un membre du gouvernement. Et on peut ajouter à la liste Jean-Paul Delevoye, battu par Daniel Percheron dans le Nord-Pas-de-Calais, Jean-François Copé devancé par le président sortant Jean-Paul Huchon en Ile-de-France. Laurent Fabius est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes numéro 2 du PS, vous êtes surtout l'un des présidentiables, comme on dit, priorité à l'actualité. Selon toute vraisemblance, Jean-Pierre Raffarin va être reconduit à Matignon. Votre réaction, est-ce qu'il peut, compte tenu de son affaiblissement, tenir ? Je crois que le gouvernement, l'intégralité du gouvernement a perdu sa crédibilité politique. Mais quelle doit être, dans une circonstance comme celle-là, la pensée du président de la République? Parce que c'est le président de la République qui décide. Il doit interpréter le vote des Français et décider en fonction de l'intérêt général. C'est ça qu'il faut faire. Et le problème, c'est pas le remaniement du gouvernement. Le problème, c'est le remaniement de la politique menée. Il n'y a pas un problème aussi de personnes. Vous avez été Premier ministre. Il y a aussi un problème de personnes. Est-ce que dans des circonstances comme celle-là, un Premier ministre, vous avez occupé la fonction, doit remettre sa démission après une élection en forme de désaveu? Oui, je pense que le désaveu est tellement fort qu'il devrait le faire. Mais la vraie question, c'est est-ce que le président de la République va accepter de remanier sa politique? Parce que contrairement à ce qu'on a vu dans certains commentaires de la droite, c'est pas du tout un manque d'explication. Les Français ont parfaitement compris la politique qui est menée. Mais ils n'en veulent pas parce qu'ils la trouvent injuste et inefficace. Donc, ou bien M. Chirac va dire « je change de politique », ou bien il ne changera pas de politique, et quels que soient les hommes ou les femmes en place, ça ne marchera pas. On y vient, Laurent Fabius, mais d'un mot, vous pensez que Jean-Pierre Raffarin peut encore conduire l'action publique? Écoutez, il n'y a plus de crédibilité, c'est certain, et si c'est pour faire la même politique, ça donnera les mêmes mauvais résultats. Jacques Chirac lui-même est très affaibli? Oui, parce que autant au premier tour, c'était le gouvernement qui était en première ligne, au deuxième tour, c'est le président de la République qui est sanctionné. Et c'est sa politique que Raffarin a appliquée. Alors, quand vous dites qu'il doit changer de politique, ça veut dire quoi, en fait, très concrètement? Est-ce que ça signifie que le gouvernement Raffarin 3, si c'est bien Jean-Pierre Raffarin qui le conduit, doit faire une politique de gauche, votre politique? Non, je vais vous donner un ou deux exemples. Il y a un débat qui est prévu et un texte qui est prévu sur l'assurance maladie d'ici quelques semaines. Et effectivement, il faut réformer l'assurance maladie. Mais le gouvernement avait dit jusqu'ici, ça ne passera pas devant le Parlement. C'est la procédure des ordonnances. J'estime que ce serait inacceptable que le Parlement n'ait pas son mot à dire. Et en plus, dans le contenu... Il n'y a pas de certitude sur les ordonnances. Dans le contenu du projet de réforme, il est évident qu'il faut que ce soit un contenu juste et non pas celui qui était prévu, qui était une sorte de privatisation de la sécurité sociale. On n'en connaît pas encore les détails. Si. Je donne un deuxième exemple, la décentralisation. Le gouvernement a engagé un projet de transfert des compétences aux régions, aux départements et aux communes. Mais il n'y a pas les finances qui vont avec. Alors ça, nous disons clairement, ça ne peut pas marcher comme ça. Il ne s'agit pas de transférer les compétences et de mettre toute la charge aux contribuables locaux. Ça aussi, il faut le changer. Donc vous voyez, concrètement, notre rôle à nous, en tant qu'opposition nationale de gauche, sera de dire tenez compte du verdict des électeurs et changer tout ce qui doit être changé. Tout de même, Laurent Fabius, est-ce qu'il n'y a pas, quand on voit par exemple les difficultés de Gerhard Schröder, un Premier ministre social-démocrate en Allemagne qui tente lui aussi de réformer le pays et qui est soumis aux mêmes difficultés que Jean-Pierre Raffarin ici, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à réformer, qu'on soit de gauche ou de droite? Bien sûr qu'il y a une difficulté à réformer. Et ça, il faut que chacun le reconnaisse honnêtement. Mais là, ce qu'on nous présente comme des réformes, ce sont des régressions. Lorsque le général de Gaulle a créé la sécurité sociale, c'était une réforme. Lorsque Lionel Jospin a créé la CMU, c'était une réforme. Mais là, ce sont des régressions. Et les Français l'ont parfaitement compris. Les retraites, le problème n'est pas du tout réglé. Il faut savoir, ce que le gouvernement n'a pas dit, que dans 3 ans de cela, le problème des retraites va se reposer, que le financement aujourd'hui est extrêmement injuste, que les femmes ne sont pas suffisamment prises en compte. Donc c'est un problème qu'il faudra aussi retraiter. Laurent Fabius, alors pour être très concret vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, sur les retraites par exemple, le PS n'a pas encore son programme, ça va être le travail parti dans les prochains mois. Ce que nous voulions faire. Oui, est-ce que vous abolirez cette réforme des retraites? Nous devrons la renégocier, c'est certain, puisque de toutes les manières, 2/3 du financement ne sont pas réunis. Et il faudra le financer de manière plus juste, il faudra qu'il y ait un minimum de retraite qui soit décent, il faudra faire en sorte que les femmes, y compris celles qui ont des courtes carrières, soient prises en compte, et il faudra traiter le problème des plus de 50 ans. Bon, ça c'est devant nous. Dans l'immédiat, nos présidents de région et de département vont se mettre au travail, ils vont tenir leurs engagements devant les électeurs, et tout ça va être évalué. C'est une gauche nouvelle qui est en train de se mettre en place. Alors justement, pour le Parti Socialiste, c'est une renaissance, il faut remonter à juin 81 pour retrouver une telle vague
vague rose, si on met de côté les scrutins présidentiels. Et puis c'est aussi la validation d'une stratégie, celle de François Hollande. Alors vous nous direz dans un instant si c'est pour vous une bonne ou peut-être une mauvaise nouvelle. D'abord, image et explication, Jeff Wittenberg, Véronique Gaglione. La quasi-totalité des régions, une majorité absolue en voix. Un résultat comme celui-là, le PS n'en avait connu qu'un seul, c'était il y a 23 ans, les élections législatives qui avaient suivi l'élection de François Mitterrand. Hier soir flottait donc l'esprit de 81 au siège du PS, surtout pour François Hollande, conforté en patron du parti, un François Hollande qui n'a tout de même pas oublié un autre souvenir, le 21 avril 2002, la gauche ne doit pas se laisser griser. Elle n'a aujourd'hui aucun droit à faire valoir, elle n'a que des devoirs à accomplir. Le Parti socialiste, par son rôle ce soir, doit accélérer le rythme. Il doit ouvrir un vaste débat sur son programme. Le programme, le PS va s'y atteler très vite. Cela débutera dès ce samedi, promet François Hollande, pendant que ses lieutenants donnent un aperçu à travers ce qui sera fait dans les régions. Que ce soit sur le plan de la gratuité des livres, que ce soit sur le plan du transport, que ce soit sur le plan du logement. Donc il y aura une action de la gauche dans les régions et dans les départements pour essayer de protéger nos concitoyens des mauvaises réformes qui ont été faites. Le contenu est une chose, mais savoir qui l'incarnera le moment venu reste la question non tranchée au PS. Dans cette campagne, on a vu beaucoup de présidentiables en action, comme Dominique Strauss-Kahn ou Laurent Fabius. Officiellement, il n'y a pas de compétition. Il n'y a aucune guerre des présidentiables. Il y a énormément de gens qui pourront représenter le Parti socialiste le moment venu, si c'est nécessaire. On verra ça dans 1 an, dans 2 ans. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est justement parce que nous avons été capables de mener tous campagne en même temps que le résultat en partie est au rendez-vous. Dans ce concert, une voix discordante, celle de Georges Frêche. Le nouveau président de la région Languedoc-Roussillon estime que le succès de personnalités locales comme lui marque surtout au PS la fin des éléphants. Alors, les présidentiables, Laurent Fabius, très franchement, est-ce que François Hollande a changé de statut? Est-ce qu'il fait son entrée dans ce club très restreint des présidentiables? Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Non, ça ne m'inquiète pas. Le succès est collectif, l'échec aurait été collectif. C'est d'abord le succès des électeurs, des candidats, des militants, et puis aussi le succès de la direction que nous constituons et du premier secrétaire. Mais c'est un concurrent de plus. Ce qu'on va faire maintenant, je vous le dis, c'est nos responsables régionaux et départementaux vont se mettre en action. Nous allons mener une opposition très déterminée, responsable au plan national, et nous allons bâtir le projet. Nous en avons pour 1 an et quelque chose, et ensuite seulement, nous désignerons notre candidat. Mais François Hollande fait partie désormais des possibles. Peut-être, mais l'essentiel, vous n'en êtes pas sûr. L'une des raisons pour lesquelles le succès a été au rendez-vous, c'est l'unité. Sachons préserver cela, c'est très précieux. Merci Laurent Fabius d'avoir répondu à nos questions. Dernière étape de ce petit tour de France, la seule, l'unique région que la droite a réussi à conserver, l'Alsace. Adrien Zeller est réélu, 43,6% des voix. Reportage Christine Boss, Pascal Ridinger. Il y avait un certain village gaulois, il y a aujourd'hui une petite région qui résiste à la vague rose. L'Alsace est le dernier bastion de la droite. Parole d'Alsacien. Ça fait bizarre, non? Pourquoi les derniers? Vous me dites derniers. La seule région de France à être dirigée par la droite. C'est peut-être les premiers. Nous sommes un peu plus disciplinés, nous sommes peut-être un peu plus courageux face aux changements qui sont nécessaires. Nous avons un président, M. Zeller, pour moi personnellement, il n'est pas vraiment de droite. De tradition démocrate chrétienne, le centriste Adrien Zeller est pourtant devenu hier soir le rescapé de la droite en déroute. Pour l'instant, elle est seule. Alors. J'aime bien être bon, mais j'aime pas forcément être une sorte d'unicum. Même si la victoire avait un petit goût amer, le héros de la droite a été salué par une salve d'applaudissements sur le plateau de France 3. Ce matin, Adrien Zeller mesure le caractère exceptionnel de sa victoire et analyse les raisons de son succès. Et on ne fait pas d'abord une politique entre guillemets de droite. On fait une politique pour l'intérêt général, avec le souci de la cohésion sociale, avec le souci du développement durable, avec le souci de l'ouverture de l'Alsace vers l'Europe. L'Alsace reste à droite grâce au vote des petites villes et de la campagne, mais à Strasbourg et Mulhouse, la liste PS Vert arrive en tête.
Un mot de la Corse, il faudra attendre vendredi pour connaître le nom du président de l'Assemblée et du Conseil exécutif. La gauche a la majorité relative en siège, mais elle est très divisée. À noter aussi que les nationalistes ne sont plus que la troisième force politique sur l'île. Enfin, les résultats des cantonales, elles aussi, ont été placés sous le signe de cette reconquête de la gauche. 10 départements ont basculé: la Charente-Maritime, le Cher, le Doubs, la Drôme, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, l'Oise, la Saône-et-Loire et la Seine-et-Marne. Désormais, gauche et droite sont au coude à coude au nombre de départements administrés. Enfin, un rendez-vous, mots croisés. Après le 21 avril, puis le 21 mars, la France est-elle devenue ingouvernable? Invité entre autres ce soir Jean-François Copé, Dominique Strauss-Kahn, mots croisés avec Arlette Chabot, à suivre ce soir à partir de 22h30. Autre actualité de cette journée, le procès de Bertrand Cantat à Vilnius. Le verdict a été rendu ce matin, 8 ans de prison ferme pour le chanteur qui s'apprête à faire appel. Sur place en Lituanie, Zindine Boudaoud, Philippe Turpot. Les yeux de Bertrand Cantat uniquement tournés vers le juge qui vient de sceller son sort. 8 ans de réclusion criminelle, 8 longues années à ruminer la mort donnée à sa compagne. Sur les visages des proches de Marie Trintignant, pas d'expression, rien qui ne laisserait trahir un quelconque sentiment après l'énoncé du verdict. Christina, la femme de Bertrand Cantat, Daniel, sa mère, sont sous le choc. Les amis, les proches du chanteur de Noir Désir espéraient un verdict plus clément. Le tribunal a ce raisonnement de dire que Bertrand Cantat n'a pas voulu la mort de Marie Trintignant. Or, une peine de 8 ans d'emprisonnement pour quelqu'un qui n'a pas voulu la mort, c'est une peine forcément excessive et disproportionnée. Le tribunal estime que Bertrand Cantat ne souhaitait pas la mort de Marie Trintignant, mais qu'il ne pouvait pas ignorer la portée de ses gestes, au moins 4 gifles aux conséquences irrémédiables. La famille de l'actrice voulait une peine exemplaire et ne lâchera pas un mot, mais a le sentiment que la condamnation est équitable. J'ai parlé à la mère de Marie Trintignant, j'ai parlé à son frère. Encore une fois, ils n'aspirent maintenant qu'à un peu de paix et cette condamnation leur paraissait juste dans son montant et dans les fondements qui sont les siens. Bertrand Cantat restera détenu encore quelques semaines à Vilnius où l'attend un second procès puisque son avocat veut faire appel. Désormais, le sort définitif de Bertrand Cantat dépend aussi de la famille Trintignant. Si le chanteur fait appel, Nadine Trintignant a déjà prévenu, elle ferait de même. Le chanteur s'exposerait alors à une condamnation beaucoup plus sévère que celle prononcée ce matin. C'est ce que prévoit le code pénal lituanien. Justice, encore le début du procès pour viol et meurtre de celle qu'on appelait Super Mamie à Avignon, un fait divers qui avait suscité une émotion particulière dans la région. Marie-André Fesquet avait l'habitude d'animer les après-midi dans les maisons de retraite. Elle était très populaire. Elle avait été tuée sauvagement et violée par 2 jeunes gens dont l'un était mineur à l'époque. C'est une tentative de vol qui serait à l'origine du crime. À l'audience, les 2 accusés se sont mutuellement renvoyés la balle. À l'étranger, calme précaire à Abidjan, Côte d'Ivoire. L'appel à manifester n'a pas été suivi, mais les partis de l'opposition ne renoncent pas. Les affrontements de jeudi dernier ont laissé des traces. D'après certaines sources, il y aurait eu plusieurs centaines de morts. Sur place, Éric Monnier, Francis Rank. Abidjan a repris une apparence quasi normale ce matin. L'armée est toujours déployée en ville, mais à l'exception des écoles internationales, la majorité des établissements, commerces, bureaux ont rouvert. Le nouvel appel à la mobilisation lancé hier par l'opposition au président Gbagbo n'est pas suivi d'effet. Sur le terrain, l'ONU poursuit ses investigations. Combien de victimes lors de la répression de la manifestation jeudi dernier? Combien de victimes depuis, au cours de rafles, de ratissages, dans les quartiers populaires d'Abidjan et des alentours? Pour les forces de l'ordre, les journalistes ne sont toujours pas les bienvenus. Vous allez donner les indépendances. Vous voulez pas encore. Vous le mettez dans le problème. Merde à la fin, parfois il faut. On va te mettre tout le charnier là. C'est mieux comme ça. Hein? Non. Vous ferez pas ça. Mon premier souci, c'est de savoir est-ce qu'il y a vraiment eu un charnier. S'il y a eu un charnier maintenant, moi, je vais prendre mes dispositions pour savoir maintenant si c'est mes éléments qui ont fait ou pas. Or, hier, j'étais avec mes éléments tout le temps et je sais qu'il n'y a pas eu de charnier. Les principaux leaders de l'opposition ne sont pas présents à Abidjan. Leurs porte-parole se cachent, craignant des représailles. Leur communiqué annonce 300 voire 500 morts, dénonce des exécutions sommaires. Loin, très loin du bilan officiel du gouvernement ivoirien. À ce jour, nous sommes à 37 morts, dont un à Yamoussoukro. 37 morts, dont un à Yamoussoukro. Hier soir, le Premier ministre issu des accords de paix de Marcoussis appelait à la mise en place d'une commission d'enquête internationale.
soit rapidement... L'ONU dit vouloir se donner 48 ou 72 heures avant de rendre public le résultat de ses investigations et donner son propre bilan des victimes. Côté français, officiellement, c'est le silence radio. Au Quai d'Orsay, on se contente de dire que l'on suit la situation avec une extrême attention. Pas question, par des déclarations intempestives, de mettre en danger les 13 000 Français toujours présents en Côte d'Ivoire. En coulisses, on espère ramener tout le monde à la table des négociations. La traque contre Al-Qaïda suite, l'armée pakistanaise a suspendu ses opérations dans la zone tribale. Elle avance les chiffres de 163 islamistes arrêtés et 63 tués. Et parmi eux, il y aurait le chef des services de renseignement d'Al-Qaïda, toujours de source donc pakistanaise. Nouveaux incidents en Irak, un soldat américain a été tué dans l'explosion d'une bombe près de Fallujah, en pays chiite. Et puis, regardez cette scène saisie sur le vif aux environs de Bassora et qui illustre bien le climat là-bas. Des soldats britanniques aux prises avec des militants chiites, Samassoula. Les pierres fusent. Les soldats britanniques veulent intervenir dans le siège d'une organisation religieuse chiite. 80 assaillants tentent de les repousser. Certains se munissent de barres de fer et se lancent dans un corps à corps avec les soldats. Un des Irakiens, sur l'image à droite, tente d'arracher l'arme d'un soldat. Il est jeté à terre et maîtrisé quelques instants. L'homme peut se relever et on le revoit filmé par une autre caméra s'accrocher à nouveau à l'arme d'un soldat. Ces affrontements, rares dans la zone sous contrôle britannique, ont fait 5 blessés irakiens. Sous les pierres, les soldats britanniques évacuent les lieux sans procéder à une seule arrestation. Ils auraient seulement confisqué quelques armes. Triomphants, les Irakiens reprennent possession du bâtiment, les locaux de l'organisation islamique de la vengeance divine. Selon ses responsables, les Britanniques étaient venus les expulser pour prendre le contrôle de l'immeuble. En bref, 3 mois après, l'Iran révise sérieusement à la baisse le bilan du tremblement de terre de Bam. Il est question de 26 000 morts contre 43 000, chiffre avancé encore au début du mois de février. La différence est attribuée par les autorités à la confusion qui régnait sur place juste après le drame. En Irlande, premier jour sans cigarettes dans les lieux de travail, mais aussi dans les hôtels et surtout les pubs. Une mesure d'interdiction drastique et assez controversée. Laurent Boussier, Dominique Marotel. Cauchemar pour les uns, véritable révolution dans les affaires de santé publique pour les autres. Le smoking ban, l'interdiction de fumer sur les lieux de travail, les transports, les boîtes de nuit et autres pubs, est donc entré en vigueur ce matin en Irlande. Je pense que c'est trop politiquement correct. Peut-être que ça convient aux Américains. Mais les Irlandais, eux, ils ne l'accepteront pas. En ce qui me concerne, j'essaie d'arrêter de fumer, alors pour moi, c'est une bonne chose. Pour le moment, cette interdiction, unique en Europe, se passe plutôt bien. La plupart des patrons de pubs ont installé des cendriers à l'extérieur de leurs établissements et le ministre de la Santé, venu prendre ce matin son petit déjeuner dans un pub, se déclarait satisfait. 80% des Irlandais souhaitent que cette mesure soit un succès. Et c'est cela qui, à terme, est la garantie de son efficacité. 450 inspecteurs du ministère de la Santé détachés pour traquer la moindre fumée et 3 000 € d'amende devraient assurer la réussite de cette mesure. Et puis, pour le professeur Clancy, président d'une association de lutte contre le tabagisme, cette loi aura des effets préventifs. Ce qui est peut-être le plus important, c'est que les jeunes qui d'habitude fument uniquement dans les pubs ne commenceront plus du tout à fumer. Plusieurs pays d'Europe suivent avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en ce moment en Irlande. Déjà en Angleterre, des villes comme Liverpool, Leeds et même Londres envisagent d'appliquer la même loi, la même interdiction de fumer. Économie, c'est le début aujourd'hui de la 7e fête de l'Internet. 1 Français sur 3 serait désormais connecté et la fameuse révolution annoncée est bien en marche. Exemple, les achats en ligne, ils ont fait un bond de 56% l'an dernier. Explication, les transactions sont de plus en plus sécurisées. David Boéry, Régis Maté. Pour régler ses achats sur Internet, il faut presque toujours taper sur son ordinateur les 16 chiffres de sa carte bancaire. Mais de nombreux consommateurs refusent d'utiliser ce moyen de paiement. Cet inventeur a donc eu une idée simple pour les convaincre. Finalement, tout le monde a un téléphone à côté de soi quand on est sur Internet. Et on s'est demandé pourquoi on n'utiliserait pas le clavier de ce téléphone en même temps que le clavier de l'ordinateur. Démonstration, le client tape les 8 premiers chiffres de sa carte bancaire, donne un numéro de téléphone et valide sa commande. Quelques secondes plus tard, il reçoit automatiquement un appel. Vous allez compléter votre numéro de carte bancaire sur le clavier de votre téléphone.
Les 8 derniers chiffres sont alors transmis par téléphone. La banque peut autoriser la transaction. Impossible pour un pirate de reconstituer tout le puzzle. Votre numéro de carte est enregistré. Ce système est déjà utilisé depuis Noël chez l'un des plus grands cybermarchands français dans la région de Bordeaux. Près d'1,5 million de clients achètent ici des DVD, du matériel informatique ou même de l'électroménager. On fait 15 000 commandes par jour, il y a à peu près 2%, donc il y a entre 300 et 400 personnes qui déjà utilisent ce service. Mais on peut penser qu'avec le parc de téléphones mobiles que l'on a, très vite ça va se développer. Un service qui intéresse également cette entreprise qui vend des voyages sur Internet. Car au moment de payer, certains clients hésitent encore à sortir leur carte bancaire. Sur votre téléphone. On a toujours beaucoup de visiteurs qui démarrent une transaction chez nous, donc ils vont très loin dans la transaction et puis arriver à la page de paiement, ça n'aboutit pas. Car il faut encore rassurer les consommateurs les plus inquiets. La fraude représente pourtant aujourd'hui moins d'1% des transactions sur Internet. L'économie encore chaque jour ou presque marque une nouvelle étape vers l'assemblage de l'Airbus A380. On se rapproche de Toulouse. Hier, le fuselage arrière de l'avion géant est arrivé à Pauillac, 24 mètres de long, 11 mètres de haut. Toujours très impressionnant. Demain, il remontera la Garonne à bord de cette barge, avec le fameux pont en pierre à Bordeaux. Le 60e anniversaire du débarquement, c'est dans 2 mois et quelques jours. Comme chaque année, le Mémorial de Caen lance un concours pour tester les connaissances des collégiens, les dates, le nombre de soldats, le nom de l'opération. 40 000 élèves vont plancher demain. Nicolas Lemarinier, Nathalie Gallet. Quelle est la date du débarquement? 6 juin 1944. 6h15 du matin. C'est à 6h30 précisément que le débarquement commence. Aux lueurs de l'aube, après une nuit de bombardement, les soldats allemands découvrent l'impressionnante flotte anglo-américaine au large des côtes normandes. Mais combien y a-t-il de navires de guerre? Beaucoup. 5, 4, 5, ouais. 300. 4300 navires qui visent les défenses allemandes alors que des milliers de soldats se déversent sur les plages. Combien ont débarqué ce premier jour? 200 000. 150 000. Je pense que c'était moins que ça. Ils ont plutôt joué sur l'effet de surprise et pas sur le nombre. Ils sont 155 000 dans la première vague. Au soir du 6 juin, le bilan est lourd, 10 000 morts. Combien de soldats au total ont péri dans les combats pour libérer la Normandie? 1000, 3000. La moitié des soldats qui ont débarqué qui sont morts. 37 000 soldats vont mourir et 20 000 civils vont périr durant l'été 44 en Normandie. Ce n'est que le début de la libération qui fera au total 810 000 victimes rien qu'en France. Et on aura l'occasion d'en reparler bien sûr. L'environnement avec une pétition pour sauver les baleines. Une centaine d'associations, elles redoutent que les quotas de pêche soient augmentés. À l'opposé, certains scientifiques estiment que les espèces en question ne sont pas du tout en danger d'extinction. Agnès Monteux, Jean-François Renoux. C'est la fin de la saison de la chasse au Japon. Les navires vont rentrer. Ils auront tué leur quota annuel, 440 petites baleines. C'est que depuis 88, cette pêche est très réglementée et à l'approche d'une nouvelle réunion internationale en juillet, les défenseurs de l'environnement se mobilisent. Ils dénoncent les souffrances des cétacés. Des harpons munis d'explosifs qui éclatent à l'intérieur de l'animal, avec selon eux parfois une lente agonie, ce que réfutent les pêcheurs. Ils redoutent surtout le retour de la pêche commerciale, car officiellement, ces baleines ont été tuées pour des raisons scientifiques. Une hypocrisie. Après les études, la viande sera bien vendue dans des poissonneries japonaises ou islandaises. Et pour les associations, le retour du terme commercial pourrait accentuer la pression des pêcheurs. La chasse à la baleine, la chasse commerciale, ne doit pas être reprise. Autrement, on va vers le déclin, vers la disparition, je vous parle dans un court terme, des baleines. Une opinion que ne partagent pas tous les experts. Certes, 1,5 million de baleines avaient été massacrées au siècle dernier. Mais les plus menacées sont aujourd'hui complètement protégées. Les quotas de chasse ne concernent que les espèces les plus abondantes. Ce qui fait dire à certains spécialistes que les cétacés concernés ne courent pas encore un réel danger. Un exploit en cours dans les Alpes, gravir les 82 sommets de plus de 4000 mètres en un seul voyage. C'est le pari de 2 guides de haute montagne, Patrick Béraud, Philippe Magnien. Ils ont entamé leur périple au début du mois pour la seule beauté du geste et des paysages. Julien Beaumont, Samuel Humez.
Seul au monde. Perchés à 4082 mètres d'altitude, Philippe Magnin et Patrick Béraud s'offrent une pause. Ces deux guides de haute montagne ont décidé de gravir tous les sommets à plus de 4000 mètres des Alpes. Partis le 16 mars dernier du massif des Écrins, leur périple doit les mener en Italie en passant par le Mont Blanc et la Suisse. 82 sommets à atteindre par leurs propres moyens, à pied ou comme ici à ski, quelle que soit la météo. Dans un voyage comme ça, il faut essayer de saisir au vol dès que possible les périodes de beau qui se présentent, parce que sinon tu arrives jamais au bout. Ce qui peut plus nous arrêter, c'est les dangers objectifs, c'est-à-dire des risques d'avalanche trop importants. La nuit, ils dorment sous la tente ou parfois en refuge comme ici. L'occasion de préparer l'ascension de demain. Ces alpinistes chevronnés ont déjà effectué plusieurs expéditions dans l'Himalaya avant cette traversée des Alpes. Ce projet, sous des aspects simples entre guillemets, est beaucoup plus difficile qu'on le pense parce qu'il est très soutenu dans l'action et dans l'effort. La preuve, départ 4h15 du matin. On a une journée longue, donc on profite de la nuit pour faire tout ce qui est facile, pour être au lever, à l'attaque, pour attaquer les difficultés techniques. 3 heures plus tard, un de leurs amis s'occupe de leur ski pendant que les deux alpinistes attaquent la dent du géant. 4013 mètres à escalader. À peine arrivé, il faut déjà descendre pour se lancer vers un autre sommet. À vol d'oiseau, ce n'est rien, mais pour Patrick Béraud et Philippe Magnin, cette traversée des Alpes devrait durer 3 mois. La mort de Peter Ustinov, acteur pince sans rire, 70 films à son actif, dont plusieurs adaptations des romans d'Agatha Christie. Il avait 82 ans. Pascal Deschamps. With Peter Ustinov, who returns to the screen as the world-famous detective Hercule Poirot. Pour des millions de spectateurs dans le monde, il restera Hercule Poirot, auquel il prêta à 6 reprises sa moustache et son flegme, tout britannique. Et pourtant, dans la carrière de Peter Ustinov, il y eut quelques chefs-d'œuvre, de Lola Montes à Spartacus. De Clouzot à Yves Boisset, les réalisateurs français surent utiliser son délicieux accent. Oui, je vous offre un verre. La tournée pour tout le monde, Willy. J'ai une surprise pour vous. Je fais. Sa vie fut celle d'un touche-à-tout talentueux. Auteur, réalisateur, celui que l'on surnomma l'ogre orchestre n'avait pas son pareil pour chanter tout l'opéra Don Juan à lui tout seul, orchestre compris. Né à Londres d'origine russe et allemande, il se disait citoyen d'une Europe qui le lui rendit bien. Décoré en Yougoslavie, primé en Autriche, académicien en France. Pour atteindre la vérité, les Allemands additionnent, les Français soustraient et les Anglais changent de sujet. Tout autant que cet humour sans frontières, c'est son humanisme qui incita l'UNICEF à le choisir pour ambassadeur. Et depuis 30 ans, il ne cessait de parcourir le monde pour défendre la cause des enfants. Une exposition d'un genre artistique qui s'affirme, ni peinture ni sculpture, il s'agit d'images numériques en 3 dimensions à la pointe de la technologie, le tout dans une ancienne usine sidérurgique de la Sarre, près de la frontière franco-allemande. Isabelle Bechler, Régis Maté. Dans la vallée de la Sarre, une usine désaffectée depuis 1986 gît comme une baleine échouée. Mastodonte magnifique qui rappelle les grandes heures de la sidérurgie. Désormais classée par l'UNESCO, elle accueille des expositions qui contrastent avec les énormes machines de la salle des soufflantes. Le nec plus ultra de l'art moderne, inspiré des jeux vidéo, vient dialoguer avec les roues et les pistons géants. Les installations interactives sont celles qui ont le plus de succès. C'est marrant, je reconnais absolument tous les sons de cette installation, ce sont les jeux vidéo de mon enfance. Ici, souris en main, les spectateurs voyagent dans les 3 dimensions d'une œuvre inspirée de Jérôme Bosch. Les œuvres interactives, c'est super, c'est vraiment sympa, mais j'ai pas encore compris le message. Il y a des gens à qui cela ne suffit pas de se promener à leur guise dans l'univers de l'imagination des artistes. Ils aimeraient bien comprendre. Et d'autres qui offrent leur rétine et tout leur sens à la confrontation surréaliste bien souvent des vidéos et des machines.
Les machines de l'usine étaient au top du high-tech au début du siècle dernier. On a voulu les confronter à la vidéo, qui est l'avant-garde d'aujourd'hui. Et les enfants adorent. Cette classe venue de Thionville découvre à la fois des œuvres contemporaines et leur environnement industriel. Ici, ils doivent toucher la peau d'un mannequin pour voir sur l'écran les entrailles de son corps. La peau et toutes les expositions, c'est bien. Et les grosses machines? Ça fait un petit peu bizarre quand même. Bizarre, oui, mais idéal pour se dépayser les neurones. Un salut amical à nos confrères du Herald Tribune, le seul quotidien américain imprimé en France et désormais imprimé en couleur. C'est une petite révolution à découvrir demain. Bush et la question irakienne, vous le voyez. Et puis les régionales en France, colonne de droite. Football, fin de série pour le Paris Saint-Germain après 17 matchs consécutifs sans défaite. Le PSG s'est incliné hier à Lens, 30e journée de Ligue 1, 1-0, but de Corridon. L'espoir du titre s'éloigne. Le PSG, 3e du classement, 6 points de retard sur Lyon. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est une autre série, celle de Thierry Henry, 22e but de la saison pour l'attaquant français et un très joli but. C'était hier face à Manchester United, un match au sommet qui s'est soldé par un score nul, 1-1. Le but de l'égalisation a été marqué par un autre Français, Louis Sarr, vous l'avez vu. Avant de refermer ce journal, direction l'Elysée pour l'information de cette fin d'après-midi. On retrouve Gérard Leclerc. Gérard, sauf surprise, Jean-Pierre Raffarin semble bien parti pour être reconduit à Matignon. Oui, absolument, mais ici c'est toujours un peu le mystère, ici à l'Elysée comme à Matignon, où l'on travaille sur les dossiers en cours, mais aussi, on l'avoue à demi-mot, sur la composition d'un prochain gouvernement. Comme en témoigne d'ailleurs le balai tout l'après-midi des voitures de visiteurs qui seront sans doute des prochains ministres. Certains le sont déjà. Il y a eu M. Don-Dieu de Vabre. Il y a eu aussi, on nous l'a confirmé, Nicolas Sarkozy. Un prochain gouvernement qui devrait afficher 3 priorités: l'emploi, la santé et la cohésion nationale. Enfin, une rumeur d'une nouvelle visite de M. Raffarin au président de la République ici à l'Elysée n'a pas été confirmée, mais il n'y a aucun doute. C'est bien Jean-Pierre Raffarin qui tient la corde pour former le prochain gouvernement. Merci Gérard. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet. Pluie au sud, soleil au nord. 20h55. Maigret, les petits cochons sans la queue avec Bruno Kremer. 22h30, Maucroiser, Arlette Chabot qui revient donc sur les suites de cette défaite de la droite aux élections régionales. Minuit et demi, dernier journal, Laurence Piquet. Dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Jean Pauluchon, confirmé à la présidence de la région Île-de-France. On se quitte sur ces images d'Aviron. C'est un rendez-vous traditionnel, le duel bord à bord entre Oxford et Cambridge. Tellement bord à bord que les équipiers n'ont pas pu ramer pendant plusieurs minutes. C'est finalement Cambridge qui l'a emporté dans cette compétition entre les deux universités les plus prestigieuses d'Angleterre. À demain. Votre soirée sur France 2. Par l'odeur du crime alléché, Maigret enquête sur l'énigme des petits cochons sans queue. Régional, les raisons du vote sanction, retour de la religion aux montées de l'intégrisme, 2 débats. Enfin,